YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et il est l'heure de parler de votre argent, comme tous les dimanches, avec Thomas Binet sur Sud Radio. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme ce matin. Eh bien, on va se poser une question. Dois-je vendre mon bien immobilier avant d'en acheter un autre, ou tout simplement le contraire? C'est un vrai sujet, qu'il faut bien y penser. Et est-ce que l'or est toujours la valeur refuge? Faut-il en acheter et sous quelle forme? On en parle avec Jean-François Faure, président fondateur d'Aucoffre. Et on va revenir sur la déclaration des revenus avec Marion Chapelle-Massot, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous parler de l'IFI. Vous savez, cet impôt sur la fortune immobilière. Exactement. Allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Grande question que se posent beaucoup de Français. Faut-il vendre son logement avant d'en acheter un nouveau, ou alors l'inverse? Pour y voir plus clair, on en parle avec vous, Thomas. Oui, effectivement. C'est une décision stratégique, Jean-Marie. Commençons simplement. Quels sont les avantages d'abord de vendre avant d'acheter? Vendre en premier, c'est la prudence. Vous connaissez précisément votre budget. Vous évitez de courir deux lièvres à la fois et surtout, vous limitez les risques de double crédit. Pas de surprise sur votre capacité d'emprunt. Et du coup, on loge où entre les deux? C'est le principal inconvénient. Il faut prévoir un logement temporaire ou négocier une clause d'occupation d'après-vente. Ce n'est pas toujours simple d'ailleurs à obtenir. En définitive, passer par la case location peut être la bonne solution, mais un peu coûteuse, c'est le prix de la tranquillité d'esprit. Oui, et puis ça fait deux déménagements pour le prix d'un. Si on fait l'inverse, on achète avant de vendre, bonne idée ou prise de risque? Ça peut être une bonne option dans un marché tendu, quand les biens partent vite. Vous sécurisez votre futur logement sans pression, mais attention, cela demande une solidité financière. Il faut parfois recourir à un prêt relais qui peut coûter cher si la vente tarde. Exactement, donc la meilleure solution? Il n'y a pas de réponse unique. Si vous êtes financièrement à l'aise, acheter avant, c'est peut-être confortable, mais pour la majorité, d'ailleurs, vendre d'abord reste plus sûr, surtout dans un marché incertain avec des prix qui peuvent bouger. Oui, en gros, tout dépend de votre profil du marché et puis de votre capacité à gérer le timing. Exactement. Vendre ou acheter d'abord, c'est une question de stratégie et de bon sens, d'autant plus quand on sait que le délai moyen de vente observé pour une maison en France, selon Century 21, est de 99 jours. Ça se réfléchit. Oui, ça se réfléchit, effectivement. Tiens, maintenant qu'on a parlé de ce qui réfléchissait, on va parler de ce qui brille. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Avec votre invité Thomas, Jean-François Faure. Bienvenue sur Sud Radio et bonjour à vous Jean-François Faure. Vous êtes le président fondateur d'Aucoffre. C'est une plateforme digitale dédiée à la conservation et à la transaction de métaux précieux. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Jean-François Faure, on vit depuis quelque temps une ruée vers l'or, pour pas dire une goldmania, une progression fulgurante du métal jaune. Une année 2024 qui a été exceptionnelle sur tous les points. Un début d'année 2025 très performant. Qu'est-ce qui se passe avec l'or, Jean-François Faure? Sur l'or, en ce moment, c'est un peu la somme de toutes les peurs passées qui se sont accumulées et aucune s'est dénouée. Ce qui veut dire qu'il faut que le monde aille mal pour que l'or aille bien? Alors malheureusement, on en est un petit peu là, c'est-à-dire que l'or est une forme de représentation, d'image du monde dans lequel on se trouve. Et si vous êtes dans un monde angoissé, un monde tendu, l'or va en représenter par sa valeur, effectivement, sur le coup, l'état. Et finalement, l'année 2024 a été très spécifique là-dessus, puisque finalement, elle représentait à la fois la suite des années Covid, la suite des années d'inflation, la suite de la guerre en Ukraine, la suite des attentats du Hamas. Tout ça réuni, on était déjà sur des niveaux très hauts. Et après, il suffisait d'annoncer une baisse des taux d'intérêt. Et là, on se dit, en plus, maintenant, l'or va devenir un investissement potentiellement très rentable. Alors, rentrons dans le détail. En février 2025, l'once d'or, qui est l'unité de mesure de l'or, qui équivaut à 31,10 grammes pour être précis, a atteint les 3 000 €, soit une hausse de 10% depuis le début de l'année. Quand même. Alors ça, c'était complètement inattendu. Et sur le coup, on bat même des records très anciens. Par exemple, en 1980, au début des années 80, on avait un record à $850. Et l'équivalent de ces $850 aujourd'hui, c'est 3300. Et typiquement, en dollars, on l'a largement battu aussi. Et là, ça représente quoi de l'état du monde? C'est que tout simplement, on a un dollar qui est très affaibli.
Donc ce dollar très affaibli, on se retrouve avec une valeur finalement de l'or qui, elle, est sur un coût très haut. Parce que l'or, lui, globalement, de manière intrinsèque, il bouge pas tant que ça. Et donc, comme il ne fait traduire la valeur du reste, si le reste, lui, baisse, eh bien, basiquement, vous avez une valeur de l'or qui augmente. Et ça risque de continuer parce que si je me fie à ce que prédit Goldman Sachs, il prédit un cours à 3 700 € d'ici la fin 2025. Eh bien, ouais, moi je suis pas totalement en désaccord avec cette idée parce que basiquement déjà ce qui au début de l'année a fait grimper si fortement le cours de l'or, c'était les annonces du président Trump sur les taxes douanières. Bon, ok, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais on voit qu'il a quand même toujours une main, une poigne très forte sur ce qui se passe aux États-Unis. Les dernières élections prouvent que sur le coup, il a pu faire passer, il va faire passer ses choix sur les baisses d'impôts. Certaines choses sont complètement irrationnelles, donc derrière, les marchés vont réagir, à mon sens, dans un sens qui va pas nécessairement être le bon. Et donc, ça veut dire que l'or, lui, sera dans une logique clairement inverse. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de facteur qu'on pourrait estimer qui pourrait inverser cette tendance. Alors, il pourrait y avoir un facteur ponctuel qui pourrait faire baisser l'or, ou en tout cas le faire consolider pendant une certaine période. C'est si par exemple on avait une forme de paix, même une paix pas belle, une paix moche en Ukraine, mais qui ferait que globalement tous les voisins se diraient bon voilà, ils vont plus se taper dessus, ça veut dire que nous on ne va plus être impliqués là-dedans. Donc ce que vous voulez dire, Jean-François Faure, c'est que la possibilité d'une réduction du conflit ou l'arrêt du conflit en Ukraine suffirait à inverser la tendance. Les autres facteurs que vous avez évoqués ne seraient plus pris en compte. C'est difficile à dire, j'imagine. Non, ça n'inverserait pas la tendance, c'est juste que ça la stabiliserait. En fait, ça aurait le même effet qu'on avait pu voir avec l'annonce du vaccin contre la Covid à la fin 2020. Alors moi, je voudrais qu'on s'intéresse à ceux qui nous écoutent. Ils doivent se dire, ils sont hors sol, les garçons. Ils nous parlent de l'or, ça ne nous concerne pas. Est-ce que l'or concerne tout le monde en définitive ? Est-ce qu'on peut, avec peu de sous, entre guillemets, acquérir quelque chose de cette nature ? Alors, l'or concerne tout le monde et en grattant un petit peu, on se rend compte que tout le monde a un petit peu d'or à la maison parce que l'or, ça commence déjà par les bijoux qu'on peut avoir. Et la revente des bijoux, du coup. Alors, il y a la revente des bijoux, mais ne serait-ce que déjà posséder ces bijoux, sans même les revendre, c'est déjà de l'or, c'est déjà une valeur. Et ça, voilà, il faut le considérer comme tel avant même d'en acheter. Et en cas de coup dur, on peut revendre ça. Il y a une fiscalité dessus, mais c'est une fiscalité libératoire. On ne va pas vous demander nécessairement d'où viennent ces bijoux, vous les revendez. Et vous repartez avec votre cash par le biais d'un virement. Mais alors, il y a ensuite, pourquoi en posséder si on est un particulier ? Et un particulier qui va être un petit peu attentif à ce qui se passe dans le monde, il voit la valeur peut-être de sa monnaie peut-être se dégrader, il voit des conflits dans d'autres pays. L'or est une forme de monnaie de dernier recours et les banques centrales ne s'y trompent pas. Elles en achètent. Certains pays qui ont déjà une culture sur l'or en achètent, mais massivement. Vous allez en Chine, on en achète massivement. Il y a une vraie culture sur l'or là-bas. Et ce sont des gens qui sont en train de se dédollariser, c'est-à-dire qu'ils prennent une distance par rapport au dollar. Et malheureusement, c'est pas leur monnaie locale qui va les aider à prendre une distance par rapport au dollar. Et donc finalement, l'or est la réponse. Et aujourd'hui, on devrait avoir ce genre de réflexe. Alors très concrètement, Jean-François Faure, à partir de quelle somme peut-on acheter de l'or ? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée pour être concret, pour arriver sur ce marché-là quand on est investisseur ? Aujourd'hui, l'avantage de l'or physique, c'est qu'il a déjà vécu sa digitalisation depuis quelques dizaines d'années. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter des fractions de grammes d'or au même titre que vous pouvez acheter des fractions d'une action Alstom. Et pas nécessairement avec de l'or papier, ça peut être d'ailleurs de l'or physique. Nous, c'est le cas. Nous, sur notre plateforme, par exemple, Veracash, qui est une entité du groupe Ocof, vous pouvez acheter dès 1 euro, vous pouvez acheter de l'or et après décider... Ce que vous êtes en train de nous dire ce dimanche matin, c'est qu'avec 1 euro, on peut commencer à acheter de l'or. Bien sûr, on peut acheter l'or aujourd'hui, vous pouvez l'acheter dès 1 euro, vous pouvez l'envoyer vers une autre personne gratuitement, instantanément. Vous voyez, tous ceux qui me disent, ouais, voilà, ça, ce n'est possible que dans le monde de la crypto ou avec des virements instantanés, mais sur l'or, ça existe déjà depuis des dizaines d'années, des transactions sur l'or à 5 chiffres après la virgule du gramme, vous voyez. Donc c'est là où l'or peut-être peut être redécouvert si on se dirige vers les bons professionnels, les bons intermédiaires. Ce que je retiens donc de notre échange, c'est que ça va continuer probablement à progresser et que c'est accessible pour tous, quels que soient ses moyens. Exactement. Merci à vous. C'est vieux comme le monde, surtout. Merci Jean-François Faure d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Ocoffre, plateforme digitale pour la conservation et la transaction de métaux précieux. Tout de suite, on explique quelque chose.
Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Avec Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine, dirigeante du cabinet de Carion Gestion Privée. On parle de l'impôt sur la fortune immobilière, Thomas. Oui, Jean-Marie, ce matin, on va faire un focus sur le fameux IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, un impôt français d'ailleurs qui a remplacé l'ISF, le fameux impôt de solidarité sur la fortune, depuis le 1er janvier 2018. Contrairement à l'ISF qui portait sur l'ensemble du patrimoine, l'IFI ne concerne que les biens immobiliers non affectés à une activité professionnelle. Marion, à qui s'adresse vraiment cet impôt sur la fortune immobilière et que révèlent les dernières données ? En 2024, 186 000 foyers ont été redevables de l'IFI, Thomas, avec un patrimoine moyen de 2,5 millions d'euros. Ils ont payé en moyenne près de 11 000 euros d'impôts. Mais l'IFI, ce n'est pas qu'une ligne sur une déclaration. C'est 2,2 milliards d'euros. C'est en hausse de 11% sur un an et un impôt de plus en plus large. Alors justement, comment évolue le profil des contribuables concernés ? Eh bien, il change. 25 000 foyers sont entrés dans le champ de l'IFI en 2024, alors que le barème, lui, n'a pas bougé depuis 2018. Donc le résultat, de plus en plus de patrimoine limite deviennent imposables. Et y a-t-il un autre point marquant ? Oui. 5% des foyers paient un tiers de l'IFI. Et les plus fortunés, au-delà de 10 millions d'euros, règlent en moyenne 169 000 euros. Donc à l'inverse, les plus petits, assujettis, ils sont nombreux, contribuent assez peu au total. Et sur la nature du patrimoine concerné ? Eh bien, la résidence principale est minoritaire. À peine 29% du patrimoine brut et encore moins dans les tranches les plus élevées. Le reste est souvent détenu via des structures sociétaires et notamment pour optimiser la fiscalité. Merci Marion. On rappelle quand même à nos auditeurs et nos auditrices qui sont concernés que l'IFI est à déclarer en même temps que l'impôt sur le revenu. Oui. On est en pleine période. Oui, on est en pleine période. C'est la saison, comme je disais. Merci Thomas. On vous retrouve, non pas l'an prochain, mais la semaine prochaine. C'est déjà pas mal. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.